Bonjour et bienvenue pour un nouveau chapitre d'économie de terminale. Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production? Le programme invite à traiter les objectifs d'apprentissage suivants. Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques, les avantages comparatifs dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale. Comprendre le commerce entre pays comparables, différenciation des produits, qualité des produits et fragmentation de la chaîne de valeur. Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter. Comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer. Comprendre les effets induits par le commerce international, gain moyen en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays et comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. En d'autres termes, dans cette vidéo et les suivantes, nous nous poserons la question de pourquoi les pays participent aux échanges internationaux. Le commerce international, nous le verrons, a longtemps été expliqué par une spécialisation des pays dans la production de biens complémentaires. Mais les analyses plus récentes des échanges internationaux montrent des échanges de produits similaires entre des pays comparables en termes de développement. Eh bien, nous nous poserons la question des facteurs explicatifs de ces échanges. Les échanges internationaux ne concernent d'ailleurs plus exclusivement des produits finis, comme le supposaient les explications traditionnelles du commerce international. Les biens ne sont pas intégralement produits dans un seul pays. La production s'est internationalisée. Alors comment peut-on illustrer et expliquer l'internationalisation des chaînes de valeur, c'est-à-dire en rechercher les objectifs et les moyens? Comment la recherche de productivité par les firmes multinationales détermine-t-elle leur compétitivité, ce qui impacte la compétitivité des nations? Nous nous poserons également la question des effets du commerce international sur les baisses de prix, sur la réduction des inégalités entre les pays et sur l'augmentation des inégalités de revenus à l'intérieur des pays. Ces effets contrastés ne réactualisent-ils pas d'ailleurs le débat entre protectionnisme et libre-échange? C'est ce que nous allons voir dans cette série de 5 vidéos. Pour commencer, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de commerce international? Eh bien, cela correspond à l'ensemble des échanges de biens et de services entre les pays, c'est-à-dire l'ensemble des flux d'exportation et d'importation de marchandises et de services, ceci au sens large. Pour rappel, les importations de biens et de services sont l'ensemble des biens et des services fournis par des non-résidents à des résidents à titre onéreux ou gratuit, et les exportations de biens et de services correspondent à l'ensemble des biens et des services fournis par des résidents à des non-résidents à titre onéreux ou gratuit. Dans un document comptable qui est la balance des paiements, dont je ne parlerai pas véritablement parce qu'elle n'est pas au programme de terminale, différents indicateurs du commerce extérieur permettent d'évaluer la compétitivité d'un pays. Alors, le commerce extérieur, cela signifie les activités liées aux importations et exportations d'un pays. Donc, c'est au niveau d'un pays. Sinon, je parlerai de commerce international. Bien. Ces différents indicateurs correspondent à différents soldes. Le premier, le solde de la balance commerciale, correspond à la différence entre la valeur des exportations de biens et celle des importations de biens entre deux pays ou deux zones. Si la valeur des exportations est supérieure à celle des importations, alors le solde commercial est excédentaire. Et si elle est inférieure, alors le solde est déficitaire. Le solde de la balance des services, c'est exactement la même chose, mais pour les services, c'est la différence entre la valeur des exportations de services et celle des importations de services entre deux pays ou deux zones. Enfin, le solde de la balance des transactions courantes, qui est l'indicateur le plus observé par des institutions telles que le FMI par exemple, correspond à la différence entre la valeur des exportations et celle des importations, à la fois des biens, des services, mais à cela s'ajoute aussi celle des revenus et des transferts courants. Alors, dans le compte courant, on trouve les revenus comme par exemple les salaires ou même les revenus des investissements. Prenons un exemple concret, par exemple les profits d'une entreprise étrangère qui est implantée en France et qui rapatrie dans son pays d'origine
Ces profits-là apparaissent en débit dans le compte de revenus. À l'inverse, le salaire d'un Français qui va travailler tous les jours en Suisse ou au Luxembourg va apparaître au crédit des revenus lorsque ce salaire est versé en France. Pour les revenus secondaires, par exemple l'aide internationale ou les envois d'argent à l'étranger. Par exemple, lorsque un immigré envoie de l'argent à sa famille dans son pays d'origine, alors cela pèse négativement sur le solde des revenus secondaires du pays d'accueil. Bien. Alors, tous ces soldes ne sont pas à savoir pour le programme de terminale. Et nous, dans ce chapitre, nous allons quand même parler de la balance commerciale, de la balance des services. Donc, quand même, ce sont des notions à connaître sans pour autant connaître la définition par cœur. Un petit mot sur la notion de compétitivité dont je viens de parler également. La compétitivité, pour l'instant, correspond à l'ensemble des forces et des faiblesses d'une économie vis-à-vis de l'extérieur. Quelques données chiffrées. En 2023, le commerce mondial des marchandises et des services commerciaux s'est contracté d'en moyenne 2% pour s'établir à 30 500 milliards de dollars américains. Le commerce des marchandises a reculé de 5%, tandis que le commerce des services a augmenté de 9%. En conséquence, la part des marchandises dans le commerce mondial est tombée de 77,8% en 2022 à 75,3% en 2023, tandis que la part des services est passée de 22,2% à 24,7%. Au total, la valeur du commerce mondial de marchandises s'élevait ainsi à 30 500 milliards multiplié par 0,778 nous donne 23 729 milliards de dollars et celle des échanges internationaux de services commerciaux de 30 500 milliards multiplié par 0,247 est égale à 7 533 milliards de dollars. Petit focus sur le commerce des biens. Donc en France, en 2024, d'après les douanes, le déficit des échanges de biens, le déficit commercial, atteignait 40 milliards d'euros. Cela signifie que les exportations de biens, qui atteignaient la valeur de 304 milliards d'euros, étaient inférieures de 40 milliards d'euros à la valeur des importations, puisque celle-ci correspondait, équivalait à 344 milliards d'euros. Grand 1. Comment peut-on expliquer les échanges commerciaux? En d'autres termes, pourquoi les pays participent-ils aux échanges internationaux? Eh bien, nous répondrons en deux parties en fait à cette question et cette vidéo traite pour l'instant de la première partie. La deuxième partie est traitée dans une seconde vidéo. Si les nations s'insèrent dans le commerce mondial, c'est qu'elles en tirent des gains, c'est évident. Depuis la fin du XVIIIe siècle, des économistes ont construit des modèles pour expliquer les gains que procure le commerce international. Mais les théories traditionnelles du commerce international, celles des avantages absolus d'Adam Smith, le modèle des avantages comparatifs de David Ricardo, ou encore le modèle HOS, Heckscher, Olin, Samuelston et Stolper, mettent l'accent sur la spécialisation, qui permet de tirer avantage d'une allocation plus efficace des facteurs de production. Ces modèles ne permettent toutefois pas de comprendre les échanges intra-branches, c'est-à-dire les échanges croisés de produits similaires entre des pays comparables, qui représentent aujourd'hui une part importante du commerce international, à peu près un tiers. Aussi, de nouveaux modèles ont été proposés à partir des années 70, mettant au centre de l'analyse les firmes et leurs stratégies en termes de différenciation des produits, d'exploitation d'économies d'échelle et ou de fragmentation internationale de la chaîne de valeur. Grand A. Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale. Pourquoi un pays va-t-il se spécialiser dans la production d'un bien plutôt que d'un autre? Adam Smith, dès la fin du XVIIIe siècle, a essayé de répondre à cette question dans son ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il montre notamment que le commerce international est un jeu à somme positive, c'est-à-dire à l'issue duquel deux parties d'un échange ont toutes deux amélioré leur situation. Son modèle, qualifié par la suite de théorie des avantages absolus, met en jeu deux pays et deux types de biens.
Chaque pays possède un avantage en termes de productivité et donc de coût de production dans la production d'un des 2 biens. Et Smith montre qu'un pays va décider de se spécialiser dans la production du bien A plutôt que du bien B si dans la production de ce bien, sa productivité est plus élevée que celle de ses concurrents. Ainsi, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il dispose d'un avantage absolu. Ainsi, le commerce international permet à chaque pays de se spécialiser dans la production où il est le plus efficace et de se procurer par l'échange le bien qu'il a renoncé à produire. Cette spécialisation améliore l'allocation des facteurs de production et génère des gains de productivité. La production mondiale des 2 biens est plus importante et chaque nation dispose, après l'échange, d'une quantité plus importante des 2 biens. Le modèle des avantages absolus d'Adam Smith laisse toutefois une question sans réponse. L'échange est-il encore efficace si un pays concentre tous les avantages absolus ou bien si un pays ne dispose d'aucun avantage absolu? Eh bien, David Ricardo, économiste écossais, fin du XVIIIe, début du XIXe, dans son ouvrage Des principes de l'économie politique et de l'impôt, va approfondir le raisonnement d'Adam Smith et démontrer, à travers le modèle des avantages comparatifs, que l'échange international génère des gains pour tous les coéchangistes, même si l'un d'entre eux détient tous les avantages absolus. Dans le cadre d'un modèle simplifié que nous allons étudier dans cette vidéo, donc dans le cadre de ce modèle simplifié à 2 pays, Portugal et Angleterre, et à 2 biens, le vin et le drap, il démontre que l'échange international est mutuellement avantageux dès lors que chacun se spécialise dans les biens pour lesquels il est le plus avantagé ou bien le moins désavantagé en termes de productivité du travail. Et c'est ce modèle que nous allons rapidement étudier maintenant. Le tableau à l'écran reproduit le modèle des avantages comparatifs de David Ricardo. Alors, quelques hypothèses président à ce modèle, même si vous n'avez pas besoin de les connaître pour le baccalauréat, j'en dis quelques mots. Tout d'abord, la valeur d'un bien, vin ou drap, est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour le produire. Ensuite, les pays se caractérisent par des dotations technologiques, nous en parlerons dans un instant, différentes, qui se traduisent donc par des différentiels de productivité. Les facteurs de production sont parfaitement mobiles à l'intérieur des nations, de telle manière que le redéploiement des facteurs est instantané, du vin au drap ou du drap au vin. Par contre, les facteurs de production sont immobiles entre les nations. De plus, les biens sont parfaitement mobiles entre les nations. Et puis enfin, les rendements d'échelle sont constants. Alors, si l'on considère le tableau à l'écran, on voit assez facilement que le Portugal dispose d'un avantage absolu dans la production de vin et également dans la production de draps, car il produit ses biens de manière plus efficiente que l'Angleterre. Sa productivité du travail est plus élevée. 80 heures de travail pour produire une unité de vin au Portugal contre 120 heures de travail pour produire une même unité de vin en Angleterre et 90 heures de travail pour produire au Portugal une unité de drap contre 100 heures de travail en Angleterre pour produire une unité de drap. Donc, dans le modèle de Adam Smith, de l'avantage absolu, ces 2 pays n'auraient pas du tout intérêt à échanger. Ricardo considère que le Portugal a intérêt à s'engager dans l'échange international et à se spécialiser en introduisant le concept d'avantage comparatif qui stipule qu'un pays doit se spécialiser dans la production du bien dont le coût relatif interne est plus faible que dans l'autre pays. Dans l'exemple de Ricardo, le Portugal a intérêt à se spécialiser dans la production de vin parce qu'une unité de vin s'échange contre 0,89 unités de drap sur son marché intérieur. En effet, 80 heures de travail pour le vin, 90 heures de travail pour le drap, 80 divisé par 89 donne 0,89. Ce 0,89 signifie que le Portugal, pour produire une unité de vin, doit renoncer à produire 0,89 unités de drap. Or, cette même unité de vin s'échange contre
1,2 unités de drap en Angleterre, 120 divisé par 100. Donc, par l'échange, le Portugal obtiendra donc davantage de draps contre une unité de vin que s'il l'obtient sur son marché intérieur. Le Portugal se procure donc auprès de l'Angleterre une unité de drap contre le produit du travail de 80 heures de travail humain, c'est-à-dire le coût d'une unité de vin au Portugal, alors que la production sur place de cette même unité de drap aurait nécessité le travail de 90 hommes. Grâce à l'échange international, le Portugal a économisé le travail de 10 heures, a économisé 10 heures de travail qu'il pourra consacrer à la production de vin supplémentaire. Et le raisonnement est symétrique pour l'Angleterre, qui a intérêt à se spécialiser dans la production de draps et à l'exporter au Portugal pour obtenir en contrepartie de chaque unité de drap exportée une quantité de vin plus importante que celle qu'elle obtiendrait sur son marché intérieur. En effet, l'Angleterre se procure auprès du Portugal une unité de vin contre le produit de 100 heures de travail, qui correspond au coût d'une unité de drap au Portugal, alors que la production sur le sol anglais de cette même unité de vin aurait nécessité 120 heures de travail. Le commerce international permet donc à l'Angleterre d'économiser 20 heures de travail qu'elle pourra consacrer à la production de draps supplémentaires. On définira l'avantage comparatif comme le fait de pouvoir être plus efficient dans une production par rapport à une autre, du fait d'une productivité relativement plus élevée dans cette production. Au final, si le Portugal se spécialise dans la production de vin, il va pouvoir utiliser 90 heures de travail plus 80 heures de travail, c'est-à-dire 170 heures de travail, toutes affectées à la production de vin. Ces 170 heures, divisées par les 80 heures nécessaires pour produire une unité de vin, vont permettre de produire au Portugal 2,125 unités de vin. De la même manière, si en Angleterre, la totalité des heures de travail est affectée à la production de draps, 100 heures plus 120 heures nous donne 220 heures. Or, 220 heures divisé par 100, le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire une unité de drap, nous donne 2,2 unités de drap. Et au total, la production globale est plus importante. 2,125 plus 2,2 nous donne 4,325. Tous les pays ont donc intérêt à se spécialiser dans la production où ils ont un avantage comparatif, c'est-à-dire où ils sont relativement les meilleurs, parce que cela permet d'augmenter la quantité de biens qu'ils peuvent consommer. Chaque pays peut échanger sa production pour acheter d'autres biens dans des quantités plus importantes que s'il avait cherché à les produire lui-même. On parle de gains à l'échange. Retenons que la spécialisation internationale se définit comme le processus par lequel un pays choisit de se spécialiser dans la production des biens et des services pour lesquels il est le plus productif. Mais alors, d'où proviennent ces avantages comparatifs? Ce n'est pas un hasard si Ricardo a choisi la production de vin pour le Portugal et la production de draps pour l'Angleterre. Ces avantages comparatifs proviennent en réalité des dotations factorielles. Alors, au XXe siècle, 4 économistes, Eli Heckscher, Bertil Ohlin, Wolfgang Stolper et Paul Samuelson, vous n'avez pas à retenir ces noms dans le cadre du programme de terminale, vont expliquer les échanges internationaux par les dotations relatives en facteurs de production, c'est-à-dire principalement donc 2 facteurs de production, le stock de facteurs capital et le stock de facteurs travail des pays. L'abondance ou la rareté relative des divers facteurs de production dont sont dotés les pays est source d'un avantage comparatif qui engendre des échanges. Si un facteur de production est abondant, son prix sera peu élevé et le pays richement doté dans ce facteur aura intérêt à se spécialiser dans la production du ou des biens qui utilisent intensément ce facteur, puisque les coûts relatifs de production seront plus faibles. Par exemple, les pays en développement, caractérisés par une population nombreuse et un faible volume de capital physique, sont relativement bien dotés en facteurs travail. Ils ont alors intérêt à se spécialiser dans la production de biens à faible intensité capitalistique parce que le coût relatif du travail est favorable. Dans les pays développés, c'est l'inverse. Le capital étant relativement abondant, ce type de pays est alors incité à se spécialiser dans la production de biens
à forte intensité capitalistique parce que le coût relatif du travail y est défavorable. Tout se passe comme si les pays échangeaient via les produits qu'ils importent et exportent les facteurs de production dont ils disposent en quantité abondante contre les facteurs de production qui sont rares sur leur territoire. Alors, encore une fois, le commerce international, en rendant possible la spécialisation, permet une meilleure allocation des facteurs de production et génère des gains à l'échange pour les coéchangistes. Mais les avantages comparatifs proviennent également des dotations technologiques. Dans les années 50, un économiste, Leontiev, analyse les données du commerce extérieur américain. Et les États-Unis se caractérisent par une abondance relative du facteur capital et donc devraient exporter des biens intensifs en facteur capital et importer des biens intensifs en facteur travail. Or, les statistiques des relations commerciales des États-Unis montrent que, paradoxalement, les exportations des États-Unis sont moins intensives en facteur capital que ces importations. Alors, la raison, l'hypothèse émise par Leontiev est que les exportations des États-Unis sont plus intensives en travail que ces importations parce que la productivité d'un travailleur américain est alors bien supérieure à la productivité du travail dans les autres pays. Ainsi, une nation disposant d'une avance technologique aura des techniques de production plus efficaces, source d'avantages comparatifs, donc d'échanges internationaux. La notion de dotation technologique correspond à l'ensemble du capital technologique et du capital humain qui permettent à une économie d'être plus productive, c'est-à-dire de produire davantage sans qu'il soit nécessaire d'accumuler du facteur travail ou du facteur capital. Les approches en termes de dotation technologique expliquent que les avantages comparatifs sont dynamiques. Je vous renvoie notamment à la notion de monopole d'innovation temporaire permise par les brevets et construit, d'où le rôle des pouvoirs publics dans la constitution du capital technologique. Là, je vous renvoie aux théories de la croissance endogène vues dans le cadre du chapitre 1. Par exemple, le Japon, premier exportateur mondial de voitures dans les années 70-80, tire son avantage comparatif de ses dotations technologiques, le mode de production toyotiste, qui permet de produire à un coût inférieur à ses concurrents européens et américains. Cette vidéo est à présent terminée. Elle nous aura permis de faire le point sur la théorie des avantages absolus, la théorie des avantages comparatifs, ainsi que le modèle HOS dans l'explication de la spécialisation internationale. Nous nous retrouvons bientôt pour une vidéo à propos du commerce intrabranche. À bientôt!